Théo était passé voir à l'hôpital avec Mélissa, lui demandant s'il pouvait. Théo était passé voir à l'hôpital Corey, qui était dans le coma depuis 8 jours, depuis le jour où Styles a sorti son père des décombres de la maison, bien avant qu'elle prenne feu. Bien avant qu'elle prenne feu, Styles avait sorti son père des décombres. Il était plus que content. Il était plus que content d'avoir sorti son père des décombres, car il ne voulait pas qu'il meure. Il a déjà perdu sa mère quand il était petit, à cause d'une maladie dont il ne connaissait même pas l'existence. Sachant que même lui ignorait l'existence de cette maladie et que même sa mère ne savait pas qu'elle était encore malade, le jour où il l'a appris et lorsqu'il était tout jeune. C'est alors que Théo, qui était venu voir avec Allison en demandant s'il pouvait, à Mélissa, venant voir Corey qui était dans le coma, entouré de défibrillateurs, de machines qui laissaient passer des tubes en intraveineuse, laissant passer sur son bras un tube en intraveineuse, une seringue qui était pointée dans ses veines, sur le dessus de ses mains qui étaient le long de son corps qui était comme éteint sur un lit d'hôpital, une machine sur le côté qui calculait sa respiration, son taux de respiration, son taux de battement de cœur et de fluctuation. Son taux de fluctuation de battement de cœur par minute et de respiration. Cette machine calculait tout. À côté de lui, une autre machine qui calculait les battements de cœur par minute, sachant qu'il était toujours en vie. Mason était quand même à côté du lit. Allongé sur lui, il regardait Corey, éteint, qui ne parlait pas, qui ne bougeait pas. La seule chose qu'il faisait, c'était respirer. Et la seule chose qu'on pouvait sentir lorsqu'on entrait à l'intérieur de cette chambre qui sentait décemment l'humidité, cette chambre qui sentait décemment la mort et la perte de chaque personne qu'il y avait à côté de lui dans d'autres chambres, la perte des personnes qu'il y avait à côté de lui dans d'autres chambres. Cette chambre était lugubre, sombre et faisait pratiquement presque peur. Peur de voir un ami, un proche, dans un coma dont on ne sait même pas s'il est artificiel ou non. Ce coma dont on ne sait même pas s'il est artificiel ou non. Voir Corey à l'intérieur de cette chambre qui sentait l'humidité, qui sentait le désinfectant. Cette chambre qui sentait le désinfectant, qui sentait l'humidité et qui sentait encore voire même le propre ou encore la salle d'opération. On pouvait sentir qu'autour de lui, il n'y avait que des personnes dans le même cas. On a regardé dans les autres chambres que des personnes qui étaient dans le même cas. Des personnes qui étaient dans un cas critique, des personnes qui étaient dans un cas plus élevé, et d'autres qui étaient bientôt mortes. À côté de lui, il y avait une seule personne, bientôt morte, presque à ça de mourir, presque à ça d'appeler les urgences pour pouvoir l'emmener à la morgue. À côté, il y avait Mason sur son lit, qui évidemment était plus que triste, plus qu'autre chose. Théo essayait de lui remonter le moral, sachant qu'ils avaient trouvé un moyen pour comment éradier ce virus, sachant qu'ils avaient trouvé un moyen. Il lui remontait le moral en lui disant tout simplement et en lui montrant le cube de privation sensorielle avec la racine à l'intérieur qui poussait le long des parois, lui disant qu'à l'intérieur de ce cube de privation sensorielle, il y avait un produit qui émanait chaque racine et chaque petite fluctuation à l'intérieur qu'il y avait. Chaque petite fluctuation qu'il y avait à l'intérieur, le produit qui émanait ces petites racines qui jonchaient les parois du cube de privation sensorielle transparent en latex, en verre et en plastique. C'était un latex transparent dans lequel on posait le cube pour pouvoir essayer de ne pas le mettre en contact avec d'autres bactéries. Ce latex spécial avait un contact physique
avec le cube. Ce cube avait un contact physique avec le latex qui protégeait l'intérieur de la racine. Ce latex était chargé de chauffer à la température exacte. Il était chargé de chauffer à la température exacte la racine. Il lui expliqua ça dans les moindres détails, comme quoi le latex qu'on mettait autour, qui était une sorte de poche que l'on mettait autour du cube, était chargé de chauffer la racine pour la garder dans un environnement stable. Pour la garder dans un environnement tropical stable, on avait chargé le latex, cette poche de latex qui était autour du cube, de garder un environnement stable et un environnement agricole stable pour la racine. Il lui expliqua que cette racine était aussi vêtue de ce que l'on appelait une terre de minéraux faits de métal. Il lui expliqua que cette terre était chargée de minéraux en métal qui faisaient en sorte d'accroître la croissance. Ces minéraux en métal faisaient en sorte d'accroître la croissance de cette plante. C'est alors qu'il lui expliqua ça, tout en lui montrant ce que émanaient les racines. Un produit tout à fait toxique, transparent, blanc, qui laissait comme produit un sérum. Il se redressa sur le siège, regarda Théo, et il lui dit alors: tu vois cette goutte qui dépasse de la racine qui jonche les parois? Eh bien, elle est chargée d'un sérum hautement toxique pour l'humain, mais hautement toxique pour le virus à l'extérieur. C'est alors que Mason lui posa la question: est-ce que ça peut guérir Corey? Il lui répondit: non, pas encore, on n'en a aucune idée. Mais Allison répondit tout simplement que si les gouttes sont chargées de ce qu'il faut ou démunies de ce qu'il faut, cela peut le sortir d'un coma. C'est alors qu'elle fit une expérience. Inverser les rôles du latex, refroidir et le mettre dans un environnement contraire à celui qu'on doit lui donner. Ainsi, peut-être qu'on irradiera toute toxicité à l'intérieur du produit qu'émanent les racines. Ainsi s'est produit l'expérience d'Allison, qui est revenue 3 jours plus tard, durant les 8 jours de coma de Corey, et lui a fait boire la racine. Avant cela, Mason n'était pas sûr que ce soit entièrement sécurisé. Allison lui a dit de faire confiance. Elle lui a fait boire et elle s'est réveillée. Tout comme nous nous étions réveillés de ce cauchemar. Nous nous étions réveillés de ce cauchemar, tout comme nous avons trouvé une sorte de rédemption. Ma mère s'était retrouvée chez elle, dans son salon, par terre, elle s'était réveillée. Je lui avais implanté le sérum, tout comme nous l'avons fait pour la mère de Lydia, tout comme nous l'avons fait pour le père d'Allison, et tout comme nous l'avons fait pour Kate et ma mère à moi. Nous avons implanté le sérum, nous avons piqué la médula oblongata, nous avons piqué aussi ce qui s'appelle être la glande pinéale, nous avons piqué la glande pinéale. Nous avons piqué la médula oblongata dans le cou, à l'arrière, près de la nuque. Et jour après jour, tout le monde retrouva ses esprits. Jour après jour, tout le monde retrouva ses esprits. Et en un quart d'heure, le père de Allison, Kate, ainsi que ma mère et la mère de Lydia, avaient tous retrouvé leurs esprits en un quart d'heure. Nous leur avons laissé le doute. Nous leur avons laissé le doute, car lorsqu'ils se sont réveillés, nous leur avons laissé le bénéfice du doute, de douter de ce qui s'était passé. Pour certains, c'était vrai, pour certains, c'était faux, et pour d'autres, rien ne s'était jamais passé. Car, pour certains, mais cela dépendait de la personne, pour certains, cela dépendait de la personne, cela avait des effets secondaires amnésiques. Nous leur avons raconté, mais pour certains, c'était le bénéfice du doute qui avait été laissé. Certains croyaient en ce qu'on avait raconté, certains n'y croyaient pas.
on leur laissait le choix. Soit ils y croyaient pas, soit ils y croyaient. Ma mère n'y croyait pas, alors je n'ai pas forcé. Je lui ai dit que si elle n'y croyait pas, elle n'y croyait pas. Moi, je savais décemment ce que j'avais vu. La mère de Lydia n'y croyait pas non plus. Seulement, je savais ce que j'avais vu. Et donc, c'est comme ça que ce virus a pu disparaître, grâce à une simple racine toxique que gardait le père de Helson dans son repère et dans son armurerie. Styles a conduit Allison chez Kate et chez son père. Ensuite, il m'a conduit chez moi, près de ma mère. Et puis par la suite, il a conduit Lydia chez elle. Nous sommes tous rentrés chez nous, et Théo est rentré chez lui avec son pick-up. Pour une fois, nous avions confiance en Théo. Le lendemain au lycée, lorsqu'il était à son casier, et que moi j'étais au mien, je me suis retourné vers Théo, qui avait l'air perdu. Il avait l'air perdu. Il avait peut-être encore le bénéfice du doute en tête de ce qui s'était passé. J'ai été le voir, et je lui ai dit qu'il avait regagné la confiance qu'il avait perdue par rapport à nous. Styles était toujours un peu mitigé à l'idée de lui redonner confiance, mais je lui ai quand même dit qu'il fallait lui redonner confiance après tout ce qu'il avait fait. Il avait participé au fait d'éradiquer cette chose, ce virus, donc je lui ai dit, on va peut-être lui laisser une chance. Ce qu'on a fait. Et c'est alors que plus tard en cours, plus tard dans les couloirs, plus tard en cours et plus tard dans les couloirs, nous avons marché jusqu'à l'extérieur, jusqu'à la porte extérieure. Et dehors, nous avons commencé à marcher jusqu'à la voiture de Styles. Nous sommes repartis et nous avons fait un pacte de confiance. À la colline qui submerge l'horizon de Beacon Hills, nous avons fait un pacte de confiance. Théo faisait décemment maintenant partie de notre meute. Théo faisait décemment partie de notre meute. Le pacte de confiance était de scarifier la paume de sa main, de verser son sang sur le symbole dessiné par terre et de refermer sa paume sans même ressentir la douleur. Ensuite, Lydia raconta une vision qu'elle avait eue 3 jours plus tôt, bien avant que Cora ne tombe dans le coma. C'était une femme qui s'ouvrait le bras. C'était une femme qui s'ouvrait le bras avec un cutter, sachant qu'à l'intérieur de son bras, elle était persuadée que toutes les réponses y étaient. À vrai dire, Cora, qui s'était réveillée, donna son estimation par rapport à la vision de Lydia. Il donna son estimation et dit alors que c'était peut-être de là que provenait ta vision, que c'était peut-être d'un des cadavres que provenait ta vision, que la réponse provenait de là depuis le début, que dans le bras d'un des cadavres se trouvait la réponse à ce virus. Théo se retourna d'un air surpris. Scott se retourna d'un air surpris. Et Styles dit que ça pourrait potentiellement paraître logique. Il n'avait pas commencé à chercher dans chaque cadavre lequel avait la réponse à l'intérieur de son bras ou quel cadavre tenait un cutter afin de se mutiler le bras, mais ils étaient simplement partis en pensant que peut-être au lieu de faire tout ça autour d'une racine, la réponse était peut-être dans le bras d'un des contaminés. Ensuite, le lendemain, ils se sont rejoints autour d'une table pour parler de la vision de Lydia. Et plus rien n'est jamais revenu, même pas le virus.